deux images semblables en apparence, mais que tout oppose. Blanche-Neige, le classique de Walt Disney, est une adaptation du célèbre conte des frères Grimm et met en scène une femme dont le salut passera nécessairement par la rencontre du prince charmant. Hello. Did I frighten you? Son antagoniste est une autre femme, diabolisée pour son usage de la sorcellerie et sa vanité. Un programme depuis vivement contesté par les féministes qui dénoncent la vision rance et profondément misogyne à l'œuvre dans ce film phare du studio américain. Le récit de The Juniper Tree est d'une toute autre nature. Margit, la jeune fille endormie dans ce cercueil de verre, est orpheline d'une mère lapidée puis brûlée pour usage de sorcellerie. Accompagnée de sa sœur aînée Katla, elles sont condamnées à l'errance et ne pourront compter sur aucun prince charmant providentiel dans un Moyen-Âge hanté par le spectre de la violence envers les femmes. C'est à la force de ses propres connaissances occultes que Katla séduira Johan, un paysan veuf endeuillé, qui la prendra pour épouse. Une famille recomposée qu'accueillera d'un mauvais œil le fils de Johan, Jonas. Ce film, sorti dans l'indifférence quasi générale en 1990 et récemment exhumé en 2019 pour sa première sortie internationale 30 ans plus tard, est le premier film de la réalisatrice américaine Nitschka Kin. Réalisatrice rare et précieuse, disparue en 2004, elle obtient un diplôme en langue germanique avant de travailler comme assistante de recherche en islandais ancien. I did research the film a fair amount in terms of the rhymes. I based those on Old Icelandic rhymes. I had a background in Old Icelandic studies before I went over there, which is how I got to go there. But I looked very much at rhyme structure in there. Elle occupe de nombreux postes dans l'industrie du cinéma, monteuse image, dialogue, ingénieur du son, projectionniste. Ce qui lui permet d'acquérir une vision globale de la production cinématographique, envisagée comme un art total. Son œuvre met toujours en scène des personnages féminins dans des histoires abordant les thèmes de la mort, de la croyance et du surnaturel. Il n'est donc pas étonnant que son premier film soit, comme Blanche-Neige, adapté d'un conte des frères Grimm, le conte du Genévrier. Un récit sordide dans lequel une marâtre jalouse assassine le jeune fils de son nouvel époux, avant de finir par le payer de sa vie. Ce faisant, elle laisse place à l'enfant ressuscité, qui peut alors reprendre sa place dans cette famille heureuse, débarrassée de la méchante belle-mère. Avec ce premier film, la cinéaste revitalise un conte ultra-violent en questionnant la misogynie qui fonde son ordre moral. Là où les frères Grimm dépeignaient le personnage de Katla comme une méchante ogresse, Kin préfère la considérer comme une femme pratique sur le même plan moral que son nouveau mari. Ce dernier ne cache nullement qu'en la prenant pour épouse, il attend avant tout qu'elle remplisse une fonction maternelle auprès de son fils. I didn't bring her here to suit you. I already have a mother. You had a mother, and now you have another one. They're different from each other, and the one that's here now is staying. Une mère de remplacement violemment rejetée par le jeune Jonas, qui exprime sa colère en jetant des cailloux au visage de Margit, ce qui nous rappelle inévitablement la lapidation de la mère des jeunes femmes. But she has to be. No, she can't be. I don't want her to be. No, she can't be. I don't want her to be. Does it hurt? Mais Margit ne peut que lui répondre, No. You didn't mean it. sachant pertinemment que sa survie dépend de sa capacité à satisfaire les hommes. La cinéaste investit également l'usage de la sorcellerie pratiquée par la sœur aînée d'une bienveillance nouvelle. Envisagée en outil raisonné issu d'un rapport à la nature empirique, elle met en défaut la vision des frères Grimm d'une pratique diabolique vouée à faire le mal. Se dessine alors l'image d'une féminité moderne, perturbant une conception ancienne du monde enracinée dans la pensée biblique médiévale, qui entérine les femmes et le diable comme une seule et même chose. Une collision idéologique prolongée dans le film par la friction du paganisme et du christianisme qui cohabitent tant bien que mal dans cette époque transitoire. La croix chrétienne, le rituel de la prière,
côtoient une vision divinisée de la nature, présente aussi bien à l'image que dans les mythes païens déclamés par la jeune Margit. Once there was a boy whose mother was a bird. She loved him very much, but she could not stay among people. And one day she returned to the land of the birds. Un paganisme également présent par le biais de rituels folkloriques pratiqués par les deux sœurs. Cette dépiction d'une féminité moderne, farouchement indépendante, trouvant sa force dans une nature toute puissante, explique peut-être pourquoi ce film a eu tant de mal à nous parvenir. On peut avancer l'hypothèse d'un film en avance sur son temps, dont l'entreprise féministe a sans doute eu peine à trouver un écho auprès de l'industrie et des spectateurs à l'époque de sa première sortie. Ou encore mentionner l'implication de Björk au casting, dont la célébrité eut pour effet paradoxal de réduire la postérité du film à sa seule présence. Enfin, la sécheresse et l'âpreté apparente du métrage laissent penser à première vue qu'il aurait plus à voir avec un certain cinéma d'avant-garde de forme poétique. À sa vision, on est en effet frappé par le lien étroit que l'œuvre de Keane entretient avec la forme littéraire. Il s'ouvre d'ailleurs sur une citation du poète américain T.S. Eliot, extraite de Ash Wednesday. Under a juniper tree the bones sang scattered and shining. We are glad to be scattered, we did little good to each other. Under a tree in the cool of the day with the blessing of sand, forgetting themselves and each other, united in the quiet of the desert. Rédigé à la suite de sa conversion à l'anglicanisme, le poème aborde la lutte d'un homme ayant manqué de foi par le passé et qui s'efforce d'avancer vers Dieu. Une note d'intention claire pour un film dont l'histoire se déroule sur fond de disparition du paganisme au profit d'un christianisme naissant. Une forme poétique qui s'immisce dans le film essentiellement par le biais du son. D'abord dans les différentes chansons fredonnées par une jeune Björk à peine séparée de son groupe de punk Köckl, en français Sorcellerie. Raven with his sack up upon his back. Who will hear his call, all the children small. In the sack, never to come back. Puis dans ce théâtre d'ombre fragile qui, par la synchronicité du montage son et image, fait naître en une rime la vie animale. Un jeu d'ombre et de lumière qui résume à merveille le projet esthétique de Nitschke Keane. Elle confesse, avec son directeur de la photographie Randy Sellars, avoir été influencée par le mouvement pictural du clair-obscur. Difficile en effet de ne pas voir du Georges de la Tour dans les scènes d'intérieur. Un spiritualisme monochromatique qui marche également dans les pas de Dreyer et de son sublime Ordette, qui travaille les mêmes notions de foi et de mort. Mais c'est bien le spectre de Bergman, autre figure majeure du cinéma scandinave, qui plane sur tout le film. D'abord dans la forme de ce noir et blanc silencieux, qui magnifie la beauté des paysages, comme dans les films médiévaux de l'auteur suédois. Puis dans un jeu de dames entre les deux enfants endeuillés, qui rappelle à notre souvenir une partie d'échecs avec la mort elle-même. Et pour finir, dans la poésie païenne et doucement surnaturelle, par laquelle un enfant décédé donne vie à un arbre chez Keane et à une source dans The Virgin Spring de Bergman. Mais si l'autrice rend un hommage formel à un certain cinéma rigoriste européen,
elle s'en éloigne lors de scènes fantastiques qui lorgnent alors plutôt du côté du cinéma expérimental de Maya Deren, voire du surnaturel artisanal de David Lynch dans Twin Peaks: The Return. La mise en scène de Hitchcockian est également empreinte de symbolisme. Lors d'une promenade, Jonas tombe nez à nez avec un mouton mort, animal généralement associé à la vulnérabilité. Cette rencontre mortifère peut être alors comprise comme le présage d'un destin funeste pour le jeune garçon. Après sa mort, celui-ci renaîtra sous la forme d'un genévrier, arbre réputé pour ses vertus médicinales et utilisé dans l'Antiquité pour repousser les sorcières et les forces du mal. Une essence évidente pour la réincarnation d'un enfant mort des mains d'une sorcière. Pour finir, il est également intéressant de considérer le film à l'aune de ce qu'allait devenir la carrière de Björk. La jeune artiste développerait, comme on le sait aujourd'hui, un univers visuel féerique, surnaturel, ancré dans le folklore islandais. On pense par exemple au sublime clip du morceau Black Lake, dans lequel Björk pourrait incarner le personnage de Margit devenue adulte, étant parvenue à une pleine maîtrise de ses pouvoirs, qu'elle déchaîne alors dans la lande islandaise. De ces courtes 78 minutes, on retient de The Juniper Tree, un film intrigant, peuplé de fantômes bienveillants et d'incantations murmurées, et la sensation d'assister à la naissance d'une véritable autrice. Décédée d'un cancer en 2004, Hitchcockian laisse derrière elle 2 autres longs métrages et quelques courts, qui témoignent eux aussi d'un rapport au monde sensible empreint de spiritualité. Regarder cette œuvre exigeante, personnelle, est une expérience dont on ressort étourdi, comme revenu d'un songe. Et pourtant, on se surprend à rêver encore ce qu'aurait pu devenir la carrière de cette cinéaste injustement méconnue.